Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Salut à toi, Caroline. Bonjour Léo. Comment tu vas ? Je vais super bien parce que je suis en face de toi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau cette réponse. J'aimerais qu'on me dise ça tous les jours. Je suis ravi d'enregistrer ce podcast avec toi. On est sur le début de la saison 2 de Tam Tam et on va parler d'un sujet hyper bien. Alors l'épisode est un peu teasing, donc là les gens se sont dit mais l'outil secret, mais qu'est-ce que c'est ? On va parler de cet outil secret dans quelques instants. Avant tout ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en 1 minute, Caroline ? Je m'appelle Caroline Terroir-Chavier. Je suis recruteuse depuis plus de 10 ans et j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 3 ans, en pleine pandémie, sans le vouloir, qui s'appelle The Alliance. Donc on recrute des ingénieurs pour la tech principalement, beaucoup de personnes sous-représentées. On dispense des formations de diversité et d'inclusion, on réalise aussi des audits sur ces sujets-là et on a une 3e activité de coaching. Alors moi je préfère parler d'accompagnement. En fait on aide des professionnels de la tech à trouver un emploi, à négocier une rémunération, à revenir dans leur poste après un congé maladie. Et un truc aussi en plus, c'est que j'ai une implication associative depuis maintenant plus de 6 ans. Je suis la cofondatrice d'un meet-up qui s'appelle Paris Women in Machine Learning and Data Science. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaisseraient pas ? C'est une association mondiale et nous on a créé le chapitre parisien et on met en lumière des femmes, des personnes non binaires et de façon générale des personnes sous-représentées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même une communauté de quasiment 5000 personnes aujourd'hui à Paris. C'est énorme. Ouais, on en est hyper fiers. Paris est le 3e plus gros chapitre au monde, derrière San Francisco et New York. Ok, félicitations du coup à toi pour avoir créé tout ça, donc le côté associatif et le côté entrepreneurial, c'est un beau mix. Avant de passer au sujet qu'on a choisi ensemble, qu'on a défini ensemble, j'ai 3 petites questions pour toi, le but c'est que tu répondes assez rapidement, c'est un peu comme les petites vidéos là, un peu oui, non. Une chose que tu aimes dans la vie, c'est quoi, Caroline ? Alors j'aime par-dessus tout la pop music, et ça vient pas de nulle part. Je suis une grande fan de Madonna depuis que j'ai 10 ans. La révélation c'était le clip Frozen, et là j'ai un grand sourire parce qu'on nous entend mais on nous voit pas, parce que je devais aller la voir lors de sa tournée en 2020 et l'interdiction des concerts et des spectacles est arrivée 2 jours avant le soir où je devais la voir sur scène au Grand Rex, et donc là je la vois en novembre, je suis complètement excitée. Ok, je comprends, du coup t'as super hâte, ce sera la première fois que tu la verras en concert. Ah non, j'ai déjà vu au moins une 15aine de fois. Ce qui m'a retenu c'était mon âge, puisque ma mère n'a jamais voulu que j'aille la voir sans que je ne sois majeure, c'était un peu mignon, mais ouais, allez, très, très bien. À novembre. Madonna. Et est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie, à contrario ? Alors ce que je n'aime pas, c'est la méritocratie. Et souvent, dans mon métier, c'est quand j'entends ici, on recrute que les meilleurs. Bah ouais, Jean-Michel, moi je connais personne qui va me dire je prends les moyens, les pas bons, et puis j'en fais une équipe. Quoi qu'on pourrait penser à Ted Lasso, Léo dont je t'avais parlé. Mais ouais, la méritocratie, c'est un truc qui m'irrite un peu, parce que ça n'existe pas réellement. Et en fait, je pense que c'est une jolie histoire, un mirage auquel on a tous envie de croire. Mais je crois qu'il faut ouvrir les yeux, et en fait, non, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Et donc ça m'irrite. Ouais, le quand on veut, on peut, il marche que quand on part quand même en pole position, quoi, et pas quand on est à 18e place au début d'un Grand Prix. Tout à fait. Je t'ai demandé aussi de ramener un petit objet fétiche que tu as avec toi, et pourquoi du coup tu as amené l'objet que tu as avec toi. Je ne le vois pas, attention, où est-ce que tu le caches ? Alors en fait, j'ai failli amener une enceinte, mais en fait, elle est tellement lourde que je ne peux pas le faire, parce que ma vie, c'est la musique. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, ce qui compte le plus pour moi, en termes d'objet, c'est mon alliance. Alors pourquoi ? Je déteste les bijoux.
Et je pensais que j'allais vraiment avoir du mal à en avoir une tous les jours sur un de mes doigts. Et en fait, je suis très fière de l'avoir. Et tous les jours, je la regarde parce que quand j'étais petite, je n'imaginais pas que je pourrais un jour épouser une femme, avoir la famille que j'ai aujourd'hui. Et donc, en fait, quand je la regarde, je pense vraiment à la dimension politique de la chose. On aurait pu ne pas se marier, mais quand on a des enfants, c'est quand même mieux pour les protéger. Et surtout, j'ai les mêmes droits que les autres. Et ça, c'est très important. C'est génial, c'est un super beau du coup symbole que représente cette alliance. Est-ce en plus elle est super jolie, j'aime beaucoup. C'est une simple. Très belle alliance, simple mais puissante. Ouais. Écoute, parfait, merci pour ces 3 petites introductions. Le but c'est quoi? Les gens se connectent, tu vois. S'ils aiment Madonna, du coup là ils vont partir trop cool. Par contre, s'ils aiment pas Madonna, ils vont se dire je vais pas aimer l'épisode et je vais quitter. Restez, j'écoute autre chose. Exactement, aussi. il y a autre chose que Madonna, restez. Merci pour cette petite intro. Tu as voulu aujourd'hui nous parler du coup de dans ce que tu as appelé un peu l'outil secret, l'outil magique, l'outil le plus puissant. C'est quoi cet outil-là? Alors c'est là. Spoiler. C'est la posture. Ok. On ne va pas parler de yoga. Je ne parle pas d'asana. Tête en bas, tête en haut. Non, je parle vraiment de la posture en tant que recruteur, que ce soit auprès de ses clients, que ce soit auprès de ses candidats ou auprès de ses collègues. Parce que si on est recruteur dans une équipe, il y a aussi cette dimension-là à évoquer. Donc ouais, la posture, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce que physiquement parfois on peut aussi se montrer face à l'autre. Et ça peut venir faciliter ou rendre plus complexe une relation. Et nous, comme on a quand même un métier à dimension, je dirais, commerciale, tu vois, il faut convaincre les gens, il faut les rassurer. C'est un peu le truc, la pièce maîtresse qu'il faut bien avoir dans sa tête. Trop bien. Et quand on a préparé l'épisode, donc tu sais, nous, c'est souvent, même quasiment tout le temps, 3 parties dans Tam Tam. Donc en fait, au final, c'est pas la posture dont on va parler, mais c'est les postures. Je sais pas si tu connais le magnifique film comédie française qui est très clivante, qui s'appelle avec plein de R. Oui. Où du coup, tu te poses et tu fais des pauses. Voilà. Du coup, là, c'est différentes postures dont tu vas nous parler. La première posture, t'as choisi le thème de la proactivité. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il faut être proactif quand on recrute? Ouais. Quand on est recruteur ou recruteuse, il y a plein de situations en fait où on peut se retrouver dans l'inconfort. Exemple, tu réalises un brief, un client t'explique la recherche qu'il a en ce moment. Bien entendu, ça peut être une cliente. Je peux pas trop faire de client-cliente à chaque fois, mais sachez que j'y pense. Donc ton client va t'expliquer, je veux telle technologie, tel niveau d'expérience en termes de nombre d'années. Et en fait, quand on est recruteur, il y a un truc, c'est qu'il faut jamais oublier de s'être préparé en amont, d'avoir regardé depuis quand existe telle technologie, est-ce que le vivier de candidats est large ou pas, et en fait poser le maximum de questions possibles. Et moi je dis toujours aux recruteurs que je croise, qui éventuellement commencent leur carrière, c'est ok de dire je ne sais pas. Okay. En fait, c'est ça aussi qui va t'aider ensuite à bien définir ta stratégie de sourcing, à bien t'adresser à tes candidats et ensuite à atteindre tes objectifs. Ok, donc par rapport à là, ce que tu dis, c'est par rapport à tes clients. En gros, le je ne sais pas, c'est par exemple, je sais pas, tu as une prise de brief, tu connais pas trop le métier, tu connais pas trop le domaine, tu connais pas trop la boîte, tu vas poser des questions et c'est ok de faire ça. Ouais, typiquement, moi je demande quels sont vos concurrents principaux. Parce que j'ai pu faire mes propres recherches, mais eux vont me donner des informations que j'aurais pas trouvées par mes propres moyens. Ça me fait pas passer pour un lutin pour autant. Au contraire, ils se disent, elle a pris le temps de regarder un petit peu quel était le paysage économique avant, et elle a envie d'aller plus loin. Donc c'est des toutes petites choses qui peuvent te faire gagner la confiance de ton interlocuteur. Ok. Et à partir de quand est-ce que tu penses que tu commences en début de carrière, tu peux déjà avoir une posture proactive quand tu es recruteur, recruteuse débutante ou pas? Oui, complètement. Okay. Si je prends mon cas, par exemple, j'ai commencé ma carrière, je ne connaissais strictement rien à l'informatique. Donc quand tu me parlais des langages, à l'époque, c'était beaucoup C#, Java, C++. Maintenant, tu vois, il y en a d'autres qui ont fait leur apparition, typiquement Python, Go, etc. Ben moi, je voyais les ingénieurs d'abord et je leur disais « Explique-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un langage orienté objet ?» Ensuite, je faisais mes recherches complémentaires et tu vois, tu fais ton miel de toutes les informations qu'on te transmet, de celles que tu trouves et à la fin, en fait, on a presque l'impression que tu maîtrises ton sujet. Et la confiance, elle vient aussi en faisant, voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi que je recommande souvent aux candidats que je coach. On peut pas tout savoir tout sur tout et c'est ok. Voilà, donc posez des questions, lisez et faites des petites fiches Bristol si vous avez envie, ça peut aider parfois.
Donc ce que tu dis, c'est un peu, enfin après c'est lié à la proactivité, mais c'est la curiosité. Je sais qu'on en a beaucoup parlé dans d'autres podcasts sur Tamtam, mais la chose qui fait que tu vas performer en recrutement, c'est être curieuse en permanence de tout le temps. Comment du coup tu fais ça? Tu vas te parler un peu auprès des clients, donc tu les questionnes sur le business, tu les questionnes sur tout ça. Auprès des candidats, comment du coup tu es proactif auprès des candidats? Qu'est-ce que tu fais pour anticiper leurs besoins, etc. Il y a un parallèle à faire, c'est que entre client et candidat, il y a la même chose. Il faut bien définir quelles sont les attentes. Et donc, si je prends cette fois-ci pas un client, mais un candidat que j'accompagne dans sa recherche d'emploi, je vais vraiment lui expliquer, voilà, définis-moi quels sont tes objectifs. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et moi, je vais dire, ok, là-dessus, je peux t'aider. Là-dessus, peut-être pas. Mais par contre, j'ai des idées. Vraiment bien canaliser, en fait, ce qu'on attend l'un de l'autre. Et ensuite, tu vois, quand je coach quelqu'un, je leur dis toujours, en revanche, je ne suis pas psychologue. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une approche très pragmatique. Je suis là pour chercher un travail, vous aider à négocier votre rémunération. Je ne suis pas là pour la dimension psychologique parce que... Je te dis ça parce que je me rends de plus en plus compte que ma femme me dit toujours « Tu n'es pas neurochirurgien, tu ne sauves pas des vies. » Elle a raison. Et ça, elle me le dit quand je suis en situation de stress. Oui, mais en fait, quand on aide quelqu'un à trouver un emploi, il y a quand même une dimension hyper importante. Typiquement, la personne avec laquelle je discute, c'est le seul salaire de la maison et il y a plusieurs individus dessus. Typiquement, quelqu'un a pu être discriminé de par son identité ou autre. Et donc, moi, je vais essayer de la guider au mieux vers un environnement plus bienveillant. Donc, il y a quand même une dimension... émotionnelle qui est assez forte. Et je vais te dire, ça m'arrive assez souvent d'être hyper bienveillante, souriante, rassurante. Et après, quand j'ai fini ma visio ou mon appel, ça peut m'arriver de pleurer. Bien sûr, oui, parce que tu dois en fait supporter entre guillemets ça et être forte pour la personne que tu as en face de toi. C'est comme tu connais peut-être l'émission de télé Ça commence aujourd'hui avec c'est quoi Faustine Bollard, je crois, la journaliste. Elle parle à des gens qui ont des situations de vie horribles, mais tu la verras rarement pleurer en direct parce qu'elle se doit justement, elle représente un petit peu le public entre guillemets et l'auditoire et donc elle a pas le choix. Donc du coup tu te connectes à la personne mais tu craques pas. C'est la première fois qu'on me compare à Faustine Bollard, je me sens. C'est bien, tu l'aimes bien? Ouais, je trouve que elle a une carrière qui est intéressante. Après, je regarde pas souvent, mais je vois des extraits de l'émission. Je te dis, moi c'est ma copine qui est fan et souvent du coup elle regarde et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sympas à en tirer. Et en fait c'est bien parce que du coup tu apprends différents types de vie, ça te rend super humble par rapport à ta propre vie. Tu te dis qu'en fait ça va quoi, tout va bien. Ouais, tu relativises parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des situations bien pires que les tiennes. Ouais. Ok, donc faut que tu sois proactif auprès de tes candidats, auprès de tes clients en permanence. T'apprends ça du coup le plus tôt possible et en fait c'est ta curiosité qui t'amène à faire ça. C'est marrant, quand on préparait, tu m'as dit aussi lié à cette posture que du coup des fois tu disais non et que c'était un non de protection, un nom un peu bouclier, c'est-à-dire. Et ça, c'était important pour moi qu'on en parle ensemble parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre à faire, qui était tout sauf naturel. Avant, j'avais vraiment cette posture d'avoir envie de faire plaisir à tout le monde, d'aider tout le monde à recruter, etc. Et en étant à la tête de mon entreprise, j'ai appris que parfois, dire non, ça nous permet ensuite de dire oui avec des gens avec lesquels on va pouvoir s'investir davantage, on va avoir un projet qui va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est pas facile à faire. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut beaucoup définir avant ce qu'on attend l'un de l'autre. Moi, typiquement, je regarde le temps dont je dispose. Est-ce que je suis capable de faire les efforts de sourcing nécessaires pour aider la personne à trouver la perle rare? Et un truc que je me force à faire, c'est quand je signe un partenariat, que ce soit avec un client, avec un candidat, je dis aussi qu'il faut que le courant passe entre nous. Il faut qu'on ait à peu près des valeurs similaires. Donc typiquement, tu vois, sur mon site internet, j'ai une page qui s'appelle, c'est un peu pompeux, mais ça s'appelle les 10 commandements de The Alliance. Ouais. Et en fait, ça va pour tout le monde. C'est, tu vois, typiquement, si je t'envoie une candidature, fais-moi un retour, même bref, sous 48 heures. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'être rapide, ça me permet de montrer à mon client et mon candidat que je travaille pour les deux. Et donc, c'est aussi, je trouve, une façon d'être respectueux du travail de chacun et du temps de chacun. Et par exemple, je mets aussi qu'il y a une partie de mon chiffre d'affaires que je donne chaque année à des associations que je soutiens. Pourquoi ? Parce que très souvent, je me dis, voilà, ton boulot, c'est pas grand-chose. Et je me dis, je manque de temps, mais je peux donner de l'argent à des gens qui ont des projets que j'ai envie de soutenir. Et donc, dire non, je pense que c'est un bon mélange. Pour pouvoir le faire, il faut un peu de diplomatie, beaucoup de gentillesse et surtout de la transparence, expliquer en fait pourquoi on dit non.
Ok, oui, parce que les candidats et les clients ont besoin de savoir. Typiquement, un client, je sais pas, à qui tu dis, j'en sais rien, ta boîte, elle est clairement pas du tout D&I friendly, donc on travaillera pas ensemble. Si tu lui dis pas, il sera pas, il pourra pas s'améliorer. Et le candidat, c'est pareil. Si tu lui précises pas exactement les raisons pour lesquelles ça passe pas, c'est hyper dur. C'est ce qui fait que d'ailleurs, il y a plein de candidats qui sont frustrés quand ils ont un nom, parce que souvent, c'est pas justifié par les boîtes. Et t'es là, genre, ok, et tu ne sais pas comment progresser. Il y a rien de pire. Et j'ai une anecdote à te partager, si tu veux, à ce sujet-là. C'est une entreprise française, un grand groupe, qui me dit « Nous recherchons une VP Engineering, spécialiste du front-end. » Et au moment du brief, je dis au manager « Tu sais, là, de tête, je peux te le dire, en Europe, j'ai uniquement une 40aine de femmes que je vais pouvoir approcher pour toi. Bien sûr. Je pense qu'il va falloir qu'on aille voir tel type d'expertise, tel type d'expertise. Je me prends un nom. » Et tu sais, des fois, je suis une femme de défi. Je me dis, ok, j'ai pas réussi à le convaincre ce coup-là. Je lance la recherche. J'ai envoyé une dizaine de candidatures jusqu'au jour où j'ai envoyé la candidature d'Evelyne Noton, qui est aujourd'hui chez Payfit. D'accord. Et en fait, Evelyne, c'est quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance. Je la connais depuis 6 ans. Et c'était pour moi la candidate parfaite pour ce poste. Ouais, j'ai tous les critères. Ils ont refusé de la voir sur la base du CV. Parce qu'elle avait pas les bonnes technos ? Non, parce que son parcours les intéressait pas. Ok. Et ça correspondait exactement à ce qu'ils cherchaient. Et ben tu vois, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de dire, ok, c'est pas grave, je vais perdre une référence, je vais leur expliquer. En fait, je ne suis pas la bonne personne pour vous épauler. Et je vais te dire, c'était difficile à faire sur le moment. Bien sûr. Et en fait, après, j'étais contente parce que j'ai pu signer des partenariats où j'ai fait des beaux recrutements. Donc voilà, c'est une anecdote que je partage parce que ouais, tout n'est pas rose quand on a sa propre entreprise. Des fois, il faut un petit peu de courage. Bien sûr. C'est très cool comme anecdote. En effet, tu peux des fois arrêter de travailler avec des boîtes. Enfin, il y en a qui peuvent progresser, mais il y en a, c'est des fois, ils n'ont pas cette capacité de se remettre en question et de voir autre chose que ce qu'ils ont dit. Parce que si c'est pas le bon moment pour eux, en fait. Exactement. Il y a plein de raisons derrière. Après, il ne faut pas non plus juger, tu vois, parce que tu sais jamais du coup ce qu'il y a derrière comme raison. Mais tu as raison, juste on passe à autre chose et on dit non et next. Ok. Et tu as parlé du coup dans cette posture-là de proactivité de la partie gentillesse. Et du coup, c'est une très bonne transition vers le deuxième outil que tu nous as donné, qui est une posture de chouchoutage. Donc on parle beaucoup aujourd'hui d'expérience candidat, de candidat care. On en parle un peu moins vis-à-vis de ses clients. Mais du coup, tu vas commencer côté candidat et côté client. En gros, il faut que tu chouchoutes tout le monde dans ce job que tu fais, notamment quand tu es à ton compte. Quand tu es en entreprise, tu chouchoutes principalement du coup tes hiring managers et tes candidats. Quand tu es à ton compte, tu as aussi tes clients à chouchouter. Comment tu chouchoutes tes candidats ? Comment tu leur donnes un traitement VIP ? J'espère que ça sonnera pas pompeux, mais c'est la discipline. Et il y a aussi un truc qui relève du bon sens, c'est que je traite mes clients et mes candidats comme j'aimerais ou j'aurais aimé être traité. C'est très simple, hein, c'est gratuit, encore une fois. Tout à l'heure, Léo, tu me disais que quand on était candidat, on n'aimait pas ne pas avoir de retour sur sa candidature. C'est vrai, c'est universel. Et là, à l'instant, tu me disais, quand on est recruteur dans une entreprise, avec des outils, avec d'autres camarades recruteurs, on n'a pas, tu vois, les mêmes outils à disposition pour faire le suivi. Et ça, c'est la différence que je pourrais faire avec le fait d'avoir ma propre structure. Il a fallu aussi qu'on invente nos propres outils et surtout la méthodologie qu'on allait appliquer pour tenir informé tout le monde, client comme candidat. Alors, je vais commencer par les premiers. Les candidats, moi, il y avait un truc qui me rendait folle quand j'étais recruteuse en interne. C'était que c'était à moi de solliciter, tu vois, des cabinets de chasse pour avoir de la visibilité sur les actions qui avaient été menées. Sache que nous, chez The Alliance, à peu près toutes les 2 semaines, ou au minimum une fois par mois, on définit le rythme en amont. On dit, voilà, on a approché tant de personnes, voici la typologie de réponse qu'on a eue, tu vois, non, en fait, on veut du télétravail à 100%, on veut de l'hybride, et on leur fait un point aussi sur les candidatures en cours. Tu vois, ce côté-là, on t'amène sur un plateau l'information dont tu as besoin, ça les soulage beaucoup. Et côté candidat, de la même façon, comme je t'ai dit, on s'impose un rythme, on fait un retour sur les 48 heures. Si jamais j'ai pas eu d'informations de la part de mon client pour dire à mon candidat, on continue ou on s'arrête là, je leur dis, j'ai demandé des infos, j'ai rien obtenu pour l'instant, mais dès que j'ai quelque chose, je te tiens informé. Alors c'est vrai que ça peut être chronophage, mais j'ai automatisé certains petits messages, tu vois, comme je viens de te l'énoncer à l'instant, ou alors je passe un coup de fil. Moi, je sais que j'ai plutôt le réflexe de passer un coup de fil, de laisser un message vocal, comme ça c'est fait. Et puis ça met un petit peu de... Tu vois, j'ai du sourire dans ma voix. Voilà, je te suis et sache que je suis à fond sur toi.
Ouais, t'as de la proximité qui se crée avec l'audio, voire des fois la vidéo. Il y a quelqu'un qui a fait un autre bootcamp qui s'appelle Steve et qui lui maintenant, tout ce que tu dis là, ces messages, il fait des vidéos aux candidats entre chaque étape pour les rassurer, pour leur demander comment ça s'est passé. Et t'as encore plus de liens qui se créent que l'audio, qui a plus de liens que le mail. Et là-dessus, moi j'avais un super candidat, un VP produit. Ouais. Il me faisait des looms après chaque Ouais. entretien. Et en fait, ce qu'on avait fait et que j'ai gardé depuis, c'est que je fais des vidéos ou des messages vocaux sur WhatsApp ou sur Signal. Alors moi, j'ai un peu de mal, tu vois, je suis un peu timide à faire des vidéos. En plus, comme je travaille à la maison, je suis pas toujours présentable. Mais ouais, je trouve que c'est une très bonne façon de se différencier éventuellement d'autres recruteurs ou recruteuses. Bien sûr. Et c'est ça qui marchera. Et donc là, tu crées vraiment cette expérience hyper forte que tu as par rapport à un mail. Donc tu sais que le point commun entre les deux, c'est la discipline. Est-ce que tu aurais soit des outils que tu recommandes pour, là tu parlais d'automatisation, etc. Soit du coup un petit peu, tu vois, des sortes de process exacts. Donc tu vois, genre un exemple, je sais pas, un process avec les candidats. Qu'est-ce que tu vas donner, à quelle étape et comment? Est-ce que tu pourrais un peu détailler plus ça en profondeur? En fait, je l'ai formalisé, tu vois, la façon dont on doit faire les retours, parce que je travaille pas toute seule, j'ai quand même une équipe, on est 3. Et en fait, moi, je voulais vraiment que, peu importe avec qui tu parles chez The Alliance, on a la même façon de traiter nos candidates et nos candidats. Donc, je vais répondre à ta question. Nous, on est archi fan de l'outil qui s'appelle Mixmax, Ouais. qui nous permet à la fois de personnaliser, mais d'automatiser certains mails qu'on envoie au cours d'un cycle de recrutement. Encore une fois, côté candidat, côté client, je pense aux deux de la même façon. On a aussi des rappels qu'on peut se fixer sur Slack, mais ça, c'est plutôt à toi-même que tu te les fixes. Et après, moi, j'ai un moment dans mon agenda en fin de semaine. Alors, pas le vendredi, parce que j'ai horreur de ça. Tu vois, le truc, allez hop, je te le fais à 17h et puis débrouille-toi avec ton retour. Le jeudi, j'ai un moment dans mon agenda qui est dédié au retour et à la communication sur les actions de sourcing pour les clients. Du coup, tu t'assures qu'à minima, toutes les semaines, ils ont des nouvelles comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, ça me permet aussi, moi, d'avoir de la visibilité sur ce que j'ai fait. Et des fois, tu sais, on peut beaucoup... notre morale peut être plombée quand on est recruteur. Et ça me permet de voir, en fait, tu vois, t'as envoyé tant de candidatures, il y a tant de personnes qui passent en étape 2, 3, 4. Et ça remet un petit peu d'énergie dans le moteur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, en vrai, c'est sympa. Et merci pour ces outils et astuces. Et je pensais à un truc, vu que tu as beaucoup travaillé aussi en interne avant de te lancer à ton compte. Est-ce que tu aurais des astuces pour les recruteurs et recruteuses internes qui nous écoutent pour chouchouter leur hiring manager, qui du coup souvent peuvent faire le succès ou l'échec d'un recrutement? Comment tu les chouchoutes eux et elles? Eh ben, je crois que je serais un peu obsolète sur la question parce que j'ai pas travaillé au sein d'une entreprise depuis 4 ans et je pense que les outils ont beaucoup évolué. Ou sur la posture du coup. Tu vois, typiquement, j'utilise pas du tout Notion. Je pense que c'est une erreur de ma part. Mais par contre, en ce moment, je suis en train de tester des outils d'IA générative pour m'aider, tu vois, à automatiser mes prises de notes, faire une transcription du son en texte automatique pour gagner du temps sur les notes que j'envoie auprès de mes clients. Donc typiquement, ça c'est des choses que j'ai envie de tester. Et si je reprends ta question précisément sur comment bien communiquer avec les managers, franchement, il y a un truc surpuissant. Quasiment toutes les entreprises que je connais utilisent soit Slack ou Teams aussi. Et nous, il y a certains clients qui nous parlent sur Google Chat. Du coup, on s'adapte. Pourquoi tu vois, why not? C'est pas trop mon réflexe à titre personnel, mais utiliser ce genre de choses-là, et il y a un point d'interrogation qui est un peu majeur dans ma tête, c'est que la multiplication des outils techniques, ça peut aussi créer, tu vois, de l'épuisement, on peut se disperser. Donc je pense qu'il faut être assez rationnel, c'est utiliser les outils qui nous correspondent à soi, qui correspondent aussi aux managers avec lesquels on travaille, et pas juste un truc en plus superficiel. Ouais, parce que ça se mettre d'accord sur un canal de communication qui est un peu on dit le one source of truth. Tout ce qui se passe, c'est uniquement via ça. Tout le reste, c'est du bruit, entre guillemets, quoi. Ouais, tu vois, un conseil aussi que je pourrais donner, que ce soit en interne ou quand on est freelance ou à son compte, c'est no single point of contact. Donc, ne jamais avoir une seule personne qui est le point de contact, peu importe la nature du projet ou du recrutement. Là, c'est la maman qui parle. C'est que là, quand j'ai été enceinte, tu vois, il y a eu des moments où en fait, j'étais pas en mesure de travailler. Mes clients n'étaient pas, ou mes managers n'auraient pas été abandonnés pour autant, parce que mes autres membres de l'équipe étaient au taquet et savaient autant que moi ce qui se passait pour mes candidats. Et moi, j'étais de la même façon informée sur leurs propres candidats et candidates. Ça, du coup, c'est pas un outil, mais tu vois, c'est encore une fois une posture, une espèce de philosophie de collaboration
qu'on peut tester. Bien sûr. Et qui marche avec deux conditions. La première, c'est pas être tout seul, parce que sinon t'as pas de deuxième point de contact. Ouais, là c'est un peu obligé. Ou alors tu crées un collectif de freelance et t'as quelqu'un qui vient être ton backup. Et deuxième chose, c'est du coup, en fait, avoir une base du coup transparente. Donc tu parlais de Notion ou autre, ou un ATS, où en fait en permanence l'autre personne a accès aux mêmes infos que toi. Si du coup c'est tout dans tes mails et dans tes WhatsApp et que du coup t'es pas là, c'est compliqué d'y accéder. Donc avoir justement un endroit, avant c'était Trello qui marchait bien avant que Notion arrive et reprenne tout. T'as un Trello commun partagé, les gens peuvent aller le voir. Donc si tu fais bien ces deux choses, que t'es pas tout seul et que du coup t'as un outil transparent, ce que tu dis ça marche. Est-ce que tu as une autre chose à rajouter sur le côté chouchoutage avant qu'on passe à ta troisième posture magique? Je pense que ça va avoir l'air simple encore une fois, mais donner le maximum d'informations possible. Tu vois, tu me parlais à l'instant de Notion. Il y a plein d'entreprises qui tu vois, postent les descriptifs de poste, les conditions salariales. C'est absolument génial. Moi, en tant que cabinet de recrutement, c'est aussi quelque chose que je fais. C'est que toutes les informations que j'ai collectées auprès de mon client, je les transmets à mes candidats ou mes candidates. Typiquement, si tu vas sur notre site et que tu regardes tous les postes sur lesquels on travaille en ce moment, tu as la fourchette de rémunération. Et c'est super parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Californie, la nouvelle législation européenne qui va inviter les entreprises à communiquer là-dessus. Nous, on avait envie que ce soit tout de suite un truc qu'on aborde. Ça nous est tous arrivé, d'avoir un candidat d'ailleurs, rarement des femmes. Je cherche, en fait, j'ai pas d'exemple, je suis désolée. Mais non, mais moi je vous parle pas si la rémunération c'est pas minimum 70, 80 ou 100 K. T'es mignon mon chaton. Mais bon, nous on essaye de s'éviter ça et au moins aussi les gens voient que c'est un truc qu'on prend au sérieux. Voilà. Il y a pas de cachotterie. Toi par exemple, on donne les noms de nos clients. Avant, tu sais, on cachait parce qu'on voulait pas se faire piquer. T'imagines si candidate en direct, après on perd notre prime. Ouh là là. Franchement, du moins 3 ans, si c'est arrivé, je ne le sais pas. Parce que je ne crois pas que c'est arrivé. Oui, et puis au pire, si tu as un bon volume, si tu en perds un ou deux comme ça, tant pis. Et ça veut dire que c'est aussi des candidats ou des clients qui n'ont pas ce côté faire, entre guillemets. Et du coup, c'est tant mieux, entre guillemets, tu ne travailles plus avec. Tu pourrais extrapoler le truc, tu vois. Et c'est OK si ça se passe, quoi. La personne se dira, j'ai trouvé l'opportunité qui me plaît grâce à eux. Donc, en fait, la finalité, elle reste positive, je l'estime. Donc, c'est parfait. Trop bien. Donc, écoute, on est proactif ou proactive. On chouchoute tout le monde autour de nous. J'aime bien cette expression, chouchoutage, elle est belle. Ouais. Et tu parlais d'une troisième posture qui est celle du coup en plus qui a été la plus forte pour toi, qui est la posture de passion. Ouais. Et du coup tu me disais que tu avais une de tes passions, c'est la raison pour laquelle tu as créé du coup The Alliance, c'est rendre les équipes et l'entreprise plus inclusives. Ouais. Ça veut dire quoi? Comment on fait ça? Alors, oh là là, j'aimerais bien, voilà, j'allais dire, j'aimerais bien avoir 4 heures, une copie et mon stylo, mais non, c'est pas le cas. En fait, pourquoi moi j'ai créé mon entreprise? Parce qu'en fait, j'étais dans des entreprises qui étaient génialissimes, dans lesquelles je me suis toujours sentie bien, mais où je trouvais qu'on était un peu monodimensionnel. On voulait juste recruter. Et moi, je pensais qu'on pouvait recruter et en même temps recruter des gens divers, avec des parcours académiques différents, avec des expériences professionnelles différentes, de genres différents, d'âges différents. Bref, je pense que vous avez saisi l'idée, j'ai pas besoin de développer davantage. Et en fait, à l'époque, donc remettons les choses dans leur contexte, c'était de 2017 à 2020, en fait, les gens n'étaient pas encore totalement prêts en France, j'entends. La diversité, l'inclusion, c'était un truc d'américain. Bien sûr. Et je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, et puis moi, en fait, j'avais aussi d'être raccord avec mes valeurs personnelles. Donc j'ai créé The Alliance, et mon leitmotiv, c'était de me dire, je veux travailler avec des gens qui veulent aller au-delà de l'intention et qui veulent vraiment agir. Donc agir, c'est mettre en place des processus, c'est mettre en place des outils, c'est changer les attitudes de ces intervieweurs, de ces managers, et idéalement, c'est aussi avoir des objectifs en corrélation avec la mixité, la parité, la diversité et l'inclusion. Donc, tout ça, en fait, c'est ma passion. Parce que tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'association que j'ai cofondée. En fait, j'avais envie de mélanger cet intérêt-là intellectuel avec mon métier. Par ailleurs, il y a aussi pas mal de constats que j'avais pu tirer. Tu vois, chez Criteo, chez qui j'ai été pendant plus de 3 ans, donc j'étais spécialiste de tout ce qui touchait à l'IA. Donc l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique, si vous voulez vous la péter un petit peu lors d'un dîner. En fait, 9 fois sur 10, au bout du fil, j'étais avec un candidat.
Et quand j'allais à des conférences scientifiques, je voyais bien que mon ratio n'était pas le même. Je voyais à peu près 30-35% de femmes là. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mon pipeline ne correspond pas à la réalité. Et donc, j'ai créé cette association pour tordre le cou à des idées reçues, mettre en lumière les femmes et toutes les minorités dans l'IA. Et si tu veux, ça, je le fais aujourd'hui dans mon entreprise, mais pas que pour les femmes. Je le fais pour toutes les minorités. Donc, les personnes LGBT, les minorités de genre, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées. Alors là, je voudrais faire un petit aparté. C'est que c'est une dénomination qui est en mouvement. Beaucoup de chercheurs et de chercheuses parlent de personnes racisées. Moi, je vais vous dire, c'est toutes les personnes qui sont non blanches. Des personnes arabes, des personnes asiatiques, des personnes noires. Bah, tu vois, dans mon quotidien, je vois que ces personnes-là, à diplôme égal, à compétences égales, elles doivent envoyer 3 à 4 fois plus de candidatures. Bien sûr. Bah, tu vois, moi, je suis pas OK avec ça. Et donc, j'ai envie de faire partie du changement et de l'améliorer parce que mon quotidien, c'est de travailler avec des gens qui rament pour recruter. Et de l'autre côté, j'entends des gens qui ont du mal à trouver des postes alors qu'ils ont les compétences qu'on recherche. Donc, du coup, ce qui veut dire que du coup, chez The Alliance, t'auras jamais typiquement, je pourrais jamais postuler. Si. Alors ça c'est drôle. Je savais que ça allait te trigger comme question. Oui, parce que en fait, Léo, tu pourrais candidater chez The Alliance. Mais tu me fais sourire parce que pour la première fois, après mon congé maternité, il y a un homme qui m'a écrit et qui m'a dit « Mais est-ce que vous recrutez des hommes blancs cisgenres ?» et franchement, je me suis dit « Ok, je crois que j'ai un peu réussi à parler aux minorités. » Et oui, pour te répondre, on recrute à peu près 25% d'hommes qui font partie de la population dite majoritaire dans la tech. Et ce que je dis toujours aux clients et aux candidats, c'est que quand j'ai ces hommes en face de moi, on parle nécessairement ensemble de diversité et d'inclusion. Parce que ce sont aussi eux qui vont être vecteurs de changement une fois qu'ils occuperont leur futur poste. Et en fait, en ayant ce type de conversation avec moi ou quelqu'un de mon équipe, ça leur fait comprendre que ça importe. Et en général, ils sont au taquet. Je pense par exemple, tu vois, le PDG du Bon Coin, ils sont super en avance sur le recrutement des personnes en situation de handicap parce qu'un de ses membres de sa famille est, je ne connais pas le genre de la personne, mais la personne est elle-même handicapée. Je connais aussi plein de papas qui me disent, bah moi typiquement, ma fille, dès qu'elle est née, j'ai pris conscience de certains biais que la société avait pu installer et j'ai envie de faire les choses différemment. Et en fait, du coup, j'en fais des gens qui vont bosser ensuite et je suis super fière de ça. Donc ouais, tu peux postuler, Léo. Après, est-ce que tu sais coder ? Non. Je peux demander à ChatGPT de m'apprendre, mais... Ouais, bon après tu peux faire du no-code si t'as envie. Exactement, je veux dire expert Airtable et Make. Mais je te pose cette question parce que je suis sûr que t'as un peu ce côté avocat du diable où c'est des questions qu'on doit te poser régulièrement. Et en même temps, tu vois, ta boîte s'appelle The Alliance. Dans Alliance, il y a Ally, et le principe de l'Ally, c'est justement la personne qui du coup est privilégiée et qui aide des gens qui ne le sont pas à mieux s'épanouir dans leur job. Donc en fait, ça fait sens pour le coup d'accueillir tout le monde. Bah, moi, j'exclus personne en fait. Bien J'essaye de ne pas reproduire, tu vois, des actions discriminatoires que je peux combattre. Trop bien. Donc passion numéro 1, c'est ça, rendre les équipes inclusives. Passion numéro 2, tu me disais, c'est toujours apprendre. C'est ce qui fait du coup que tu restes pertinent et pertinente sur ton métier aujourd'hui. Comment on fait ça ? Comment on fait sa veille ? Comment on apprend des choses ? C'est une question, je sais que c'est assez ouverte, pareil, où tu pourrais avoir 4 heures. Mais quelle posture tu as pour apprendre en permanence quand tu recrutes ? Tout ce dont on vient de parler, Léo, je l'accompagne aussi de chiffres, de résultats, d'études. Parce que, tu vois, il n'y a rien de pire que de parler de diversité et d'inclusion. Parce qu'en fait, tout le monde te dit, ouais, c'est que de la com, c'est que du pinkwashing, du rainbow washing. Donc, ouais. Mais en fait, faut aller au-delà. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup. Donc là, typiquement, tu vois, j'ai lu un livre qui m'a vraiment retourné. C'était Mind the Inclusion Gap de Suzy Levy. Alors, je suis désolée, il est en anglais et il n'a pas encore été traduit. Mais je peux vous raconter un truc qui m'est vraiment resté à l'esprit. C'est qu'elle disait, en fait, ta politique de diversité, c'est comme un réfrigérateur. Si tu enlèves pas tout ce qui est gras et sucré de ton réfrigérateur, et de façon fréquente, bah ça va être super difficile pour toi, en fait, de perdre du poids. Bien sûr. Parce que, ou juste d'être en forme, en fait, parce que tu vas être tenté. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette analogie du réfrigérateur, c'est que quand on parle de diversité et d'inclusion, eh ben, il faut régulièrement observer
ce que je disais tout à l'heure, ces outils, ces processus, les actions. Éventuellement, si on a des chiffres, tu vois, sur les processus de recrutement, tu vois, voir où les candidats s'arrêtent, à quel moment ils sont évincés. C'est aussi ça, c'est cette discipline, encore une fois, qui va t'aider à voir si tu réussis ou pas. Et si tu vois que tu peux progresser, mettre en place les bonnes mesures collectives. Et puis après, les podcasts, tu vois, typiquement, mais il y a que le tien que j'écoute en recrutement, et je vais m'expliquer. C'est parce qu'en fait, j'ai besoin d'écouter autre chose. En fait, je peux pas penser et réfléchir que recrutement. Et donc, j'écoute des podcasts comme Va vers ton risque de Tiffany Cooper, qui est une illustratrice. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait l'effort d'aller chercher des personnes qu'on entend rarement. Dernièrement, elle a invité Barbara Butch. Donc, c'est une DJ juive, lesbienne, grosse, et je le dis volontairement parce que c'est le terme qu'elle emploie. Donc si vous êtes curieux, écoutez-la. Elle coche pas mal de cases, c'est bien. Après, c'est là où je vais peut-être vous perdre, parce que c'est vrai que j'ai un peu ce côté maîtresse d'école, mais alors super sympa, hein, parce que j'écoute Madonna. J'adore les podcasts du groupe de recherche de Sciences Po qui s'appelle Présage. Donc c'est tout ce qui touche aux études de genre. Typiquement la méritocratie, le processus de sélection de l'ENA qui a été décortiqué, c'est fascinant. Trop intéressant. Et un autre truc pour les alliés ou les femmes peut-être, le podcast d'Arte qui s'appelle Un podcast à soi. Le dernier qui m'a marqué, c'était sur des stratégies d'autodéfense ou sur des mères célibataires. Donc ça, c'est vraiment des trucs qualitatifs et ça peut intéresser, je pense, pas mal de personnes. Et puis après, j'ai un petit guilty pleasure. Je regarde beaucoup de télé-réalité. C'est quoi ton émission préférée? Là, en ce moment, je suis sur The Ultimatum sur Netflix. Mais sinon, comme on parle recrutement, je voudrais vous recommander de regarder Indian Matchmaking. Donc, il y a 2 saisons sur Netflix et vous allez suivre le quotidien de Seema Taparia qui a créé son agence maritale. Parce que vous savez, en Inde, le mariage, c'est tout un symbole. Et en fait, si on est recruteur ou recruteuse, on ne peut que tomber amoureuse de cette meuf. Parce que grosso modo, Léo, imagine, tu cherches ta future épouse ou ta future personne. Tu vas me donner tous tes critères, ok? Et ben moi, je vais être Seema, je vais te dire, tu sais quoi, Léo? Tu dois compromise, tu dois faire des compromis. Si je trouve quelqu'un qui répond à 60-70% de tes critères, tu dois la rencontrer, cette personne, et tu vas voir, ça va bien se passer. Et en fait, moi, je dis exactement la même chose à mes clients. Les moutons à 5 pattes qui te demandent... Exactement, et c'est à mourir de rire. Franchement, c'est génial, et ça vous apprend un petit peu de choses sur la dimension, sur la culture indienne. Hyper intéressant. The Indian Matchmaking, du coup. Trop chouette. Et dernière question, du coup, que j'ai pour toi. Quand on a fait notre call de prépa, tu m'as dit une phrase qui était drôle. Tu m'as dit, moi, mon but, c'est de botter les fesses aux idées reçues. Oui. Ce serait une bonne conclusion. C'est ma dernière question pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on botte les fesses? Vous remarquerez à quel point je suis poète dans l'âme. Ouais. Alors, en fait, je pense que... Pourquoi j'ai utilisé botter le cul? C'est parce que je pense qu'il faut... On n'a plus le temps, là. Faut y aller. Faut arrêter de réfléchir parce que en fait, les solutions, elles existent. Elles ont déjà été écrites, elles ont déjà été dites. Maintenant, il faut emboîter le pas et passer à la 5e. Donc, en entreprise, je le répète, je pense qu'il faut se faire entourer. Parce que c'est toujours plus facile d'avoir un expert ou une experte extérieure qui vient expliquer, donner des idées, montrer des exemples. Moi, je ne vois que des équipes RH qui sont un petit peu démunies. Et donc, on peut leur donner plein d'exemples. Mais en France, il y a plein de structures. Je pense à 15 Tech, à Gloria, The Alliance, bien sûr. Faites un petit peu votre marché des personnes qui pourraient vous accompagner. Et aussi, quand on s'est parlé, tu vois, j'y ai pas pensé, mais en ce moment, Drag Race a terminé. La saison 2 vient de se finir. Et c'est un vrai phénomène de société. Je pense que ça s'explique par plusieurs choses, mais on voit des gens qui n'ont pas peur d'être différents, d'être un petit peu à la marge. Et je pense que Drag Race pourrait être une invitation pour les entreprises à voir les politiques de diversité et d'inclusion autrement aussi. N'attendez pas que ce soit le législateur qui vous impose de recruter des femmes dans vos comités d'administration. N'attendez pas qu'on vous invite à recruter 6% de salariés en situation de handicap.
En fait, c'est ça l'erreur. C'est d'attendre d'être contraint, alors qu'en fait, il faut anticiper et se dire ça va être aussi un argument de ma marque employeur pour recruter et aussi pour fidéliser les personnes que je vais avoir chez moi. Exemple, tu vois, typiquement, moi, on vient me chercher quand il y a eu un truc qui coince. Il y a eu une agression sexuelle, il y a eu une blague homophobe, sexiste, et c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et on se dit, tiens, il faut réagir. Mon rêve, en fait, c'est que les entreprises, les organisations de façon générale, elles n'attendent pas de vivre ce genre de situation, mais elles se prémunissent, en fait, de les vivre. Tu vois, c'est comme sa santé, quoi. Attends pas d'être malade pour prendre soin de ton corps. Essaye de le faire de façon récurrente pour éviter d'avoir des pépins de santé. Et dernière chose, tu vois, on a parlé de bienveillance, de gentillesse, de diplomatie. Il faut s'entraider, en fait. Il faut s'entourer et il faut pas penser qu'on va être un peu l'homme ou la femme providentielle qui va arriver avec toutes les solutions adaptées à une organisation. Ça n'existe pas. Et en fait, on a tous à inventer ce qui correspond à nos organisations. Donc voilà, c'est une invitation que je vous formule. Lisez, écoutez des podcasts, continuez à écouter Tam Tam et posez des questions. Trop bien, c'est une super bonne phrase que tu nous dis là de conclusion, et toujours justement rester ouverte, curieuse à tout ce qui se passe et toujours apprendre en permanence. Comme tu sais, j'ai 3 mini-questions pour toi. Un peu la question, t'as déjà recommandé plein de choses, donc ce sera des bonus. Est-ce qu'en plus de tout ce que t'as dit, t'aurais un contenu à recommander, par exemple, que tu aurais, ça peut être un livre, un podcast, ce que tu veux, un contenu en plus? Ouais, alors j'ai vachement de mal à donner qu'une seule option, mais je vais m'y astreindre ou contraindre, je ne sais pas. Un truc à lire, c'est la revue La Déferlante. Okay. C'est une revue féministe qui traite de beaucoup de sujets. Et en fait, chaque revue porte un verbe. Habiter, baiser. Donc, il y en a eu plusieurs. Je crois qu'on est entre 8 et 10 de mémoire. Okay. Il y a danser aussi, que j'avais beaucoup aimé. En fait, c'est à la fois des papiers de recherche. Il y a beaucoup de sujets sociétaux. C'est excellent en termes de niveau. Et après, moi, j'ai un petit kink. Je lis beaucoup les rapports du défenseur des droits. Sympa. Chacun ses passions. Tu peux demander d'ailleurs, tu peux demander à ChatGPT de te le résumer après les rapports s'ils sont trop longs, parce que des fois ils sont courts, mais des fois ils sont assez costauds, quoi. Bah en fait c'est un truc que ça j'aimerais tester parce que typiquement en fait je les lis parce que c'est des données chiffrées que je peux injecter dans mes formations. Et ouais, t'as raison. Trop bien. Est-ce que tu aurais une personne à part Madonna à nous recommander, ou tu peux dire Madonna? Eh bien je vais te recommander The Blessed Madonna. Ok. Alors c'est une DJ qui vient de Chicago, elle est américaine donc, et en fait pourquoi je voulais parler d'elle, c'est que quand elle a commencé sa carrière, en fait c'est une late bloomer, elle a été découverte, elle avait 37-40 ans, c'était vraiment genre la passionnée de musique qui était tout le temps chez un disquaire et qui passait de la musique dans des bars. Elle s'est fait repérer comme ça. C'est une femme grosse et en fait son premier nom de scène c'était The Black Madonna. Et comme elle s'est rendue compte que ça pouvait être clivant ou ça pouvait être excluant, notamment pour les personnes noires, afrodescendantes, elle a changé en fait son nom de scène en cours de route pour s'appeler The Blessed Madonna. Et en fait c'est une meuf ultra positive. Elle reverse certains de ses cachets à des réfugiés LGBT. Là, tu vois, il y a une chanteuse qui s'appelle Roisin Murphy, pour ceux qui connaissent Moloko. La malheureuse, elle a fait un commentaire, franchement, qui était pas malin, sur les enfants trans. Et en fait, The Blessed Madonna, elle dit là, tu sais quoi, en fait, tu devrais te taire. Et je trouve que cette meuf, elle est badass. Et sa musique est pleine de joie, en fait. Comme ils disent dans la série Ted Lasso, c'est une boss-ass bitch. Ouais. On aime. Trop bien. Est-ce que tu aurais, en plus du coup de Indian Matchmaking, une série ou un film à recommander en lien avec le recrutement, ou pas du tout, un truc que tu as aimé récemment? Ouais. Alors, moi, je vous recommanderais de regarder un film qui s'appelle À plein temps avec Laure Calamy. Et pourquoi je vous le recommande, c'est parce qu'il y a des scènes absolument mythiques en fait de recrutement. Laure Calamy joue le rôle d'une femme de chambre dans un hôtel de luxe parisien et c'est vraiment la mère courage. Elle s'est séparée de son mari, elle a 2 enfants, elle commence très tôt, elle trouve des solutions pour pouvoir faire son travail et en fait elle a envie de mieux pour ses enfants. Donc elle passe des entretiens et en fait il y a plein de scènes, tu vois, sur la longueur
le temps qu'on prend parfois à faire un retour, l'attente, tu vois, que le processus de recrutement représente. Je vous donne pas du tout la fin et l'issue, mais ça dure 1h25. Il y a une musique électro qui est juste génialissime. Et c'est hyper bien joué, c'est hyper bien écrit, donc à plein temps. Ça marche. Écoute, je me la rajoute à ma watchlist personnelle. Trop bien, merci pour toutes ces références. T'as donné beaucoup de choses à aller voir, c'est très cool. Ça se retrouvera en lien de l'épisode, évidemment. Merci d'être venue dans ce podcast, Caroline. C'est un plaisir. T'as donné plein de choses. T'as ouvert, je pense, plein de chakras pour les gens qui vont écouter. Si on veut te retrouver, c'est principalement du coup sur LinkedIn, je suppose. Et t'as aussi une très belle newsletter d'Alliance qui est très chouette. C'est LinkedIn principalement qu'on envoie. LinkedIn et la newsletter, parce que ça permet en fait aux gens de faire de la veille s'ils n'ont pas le temps de le faire sur les sujets de recrutement et de diversité et d'inclusion. Trop bien. Parfait, donc il tape ton nom dans LinkedIn, il copie-colle et on est bon. Merci beaucoup d'être venu. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt du coup dans Tam Tam. Merci beaucoup Léo. À bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.